Direct. Nous sommes en direct. Alors, je peux voir aussi le nombre de personnes qui nous rejoignent. On va voir ça au fur et à mesure. Simplement un petit mot pour démarrer, pour introduire ce moment. Bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignez sur la plateforme ce soir. Je suis Juliette pour les personnes qui ne me connaissent pas, et ici vous êtes sur ma plateforme de yoga en ligne. En 2 mots, cette plateforme c'est un outil qui vous permet de vous créer une routine de yoga à la maison. L'idée c'est vraiment de pouvoir ramener le yoga dans votre vie de manière plus régulière à travers plusieurs outils. Le premier, c'est un cours en live hebdomadaire, c'est chaque mardi à 18h30, Hatha ou Vinyasa. Et on retrouve aussi d'autres outils comme des podcasts de méditation, de respiration, de yoga du sommeil, le yoga nidra, ou d'autres sujets, mais principalement autour de la relaxation. J'ai créé aussi pour vous une bibliothèque de vidéos, soit des tutos, soit des séances express pour pratiquer à tout moment de la journée. Et enfin, il y a un forum de discussion sur la plateforme pour que vous puissiez poser toutes vos questions, échanger entre vous, mais aussi avec moi évidemment. Et enfin, ce que j'ai pas mentionné, c'est que j'alimente toute une partie de conseils. Alors ça va être des recettes, des conseils de matériel, des conseils de lecture et puis des documentaires et des films. Toujours en lien avec le yoga, évidemment. Petite précision technique pour les personnes qui sont en train de nous rejoindre, vous pouvez ouvrir cette vidéo dans YouTube. Normalement, en bas à gauche, je crois, de votre lecteur, vous avez ouvrir dans YouTube, ce qui vous permet de venir sur le chat. En direct, donc nous poser vos questions. Si jamais vous n'avez pas accès au chat, je sais que c'est le cas pour certaines personnes, vous pouvez vous connecter sur Instagram et m'envoyer des messages en direct que je pourrais regarder. Voilà pour la partie introduction, et j'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir Pascal et Bénédicte de Running Yogis. Bonsoir à tous les deux. L'idée c'était de revenir sur le concept de Running Yogis prendre un petit peu plus de temps pour expliquer la complémentarité entre ces deux disciplines que sont le yoga et le running. Alors voilà, donc Bénédicte tout à l'heure parlait de son vécu intérieur par rapport au fait de courir comme un asana en mouvement, en fait, en dynamique. Et c'est vrai que, comme elle l'a dit, c'est quelque chose qu'on faisait relativement intuitivement ou spontanément, nous en étant yogi et runner depuis début des années 2000, ça commence à faire quelques années. Quand on a commencé à devoir justement l'expliquer aux gens, ça a été presque le plus difficile en définitive. C'est comment expliquer de manière organisée, structurée et pédagogique quelque chose que tu fais toi dans ton corps spontanément depuis 15 ans. Voilà. Donc, on s'est mis sur la planche à dessin, on a discuté, on a fait des tests, etc. Et au final, l'idée, c'est de dire on a construit la même méthode un petit peu en rétro-ingénierie. C'est-à-dire qu'on est parti du résultat. Le résultat, c'est la foulée de course à pied idéale, n'est-ce pas? Et on a construit des séquences de yoga pour travailler le schéma corporel du coureur segment par segment. Donc en fait, on a scindé ça pour tout ce qui va concerner les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est donc ce qui va concerner tous les runners, qu'on soit débutants ou experts, qu'on fasse du court ou du long, qu'on fasse de la route ou du trail. Tout le monde est concerné par cette approche-là, où on va se réapproprier en définitive le geste technique de courir. Et pour ça, on travaille donc étage par étage. On a un atelier spécifique sur le mouvement des épaules et la respiration pour le runner, un atelier spécifique, une thématique spécifique pour le placement du dos et du bassin du runner, pour les points d'appui du runner, pour l'assouplissement du runner, etc. C'est tout ce qui est synthétisé dans le bouquin, qui est un petit peu d'ailleurs, je crois, une des thématiques de ce soir. Donc voilà, on est parti de cette manière-là, et on a construit des séquences de yoga qui permettent vraiment de éveiller les ressentis, par exemple dans les épaules et dans le mouvement des épaules lorsque je suis en train de courir. Donc en fait, une séance de running yoga, en quelque sorte, c'est 80% de temps qui est passé sur le tapis de yoga,
à travailler justement du schéma corporel avec l'état d'esprit du yoga, de manière ensuite, alors qu'on va courir, les ressentis que j'ai découverts sur le tapis de yoga, comment je les implémente directement dans ma course à tapis. Voilà en quelques mots. Ok, super. Et ben, moi je trouve que c'est très clair. Est-ce que peut-être pour rentrer un petit peu plus dans le dur, dans le vif du sujet, vous pourriez donner quelques conseils aux runners pour améliorer leur performance grâce au yoga. Et peut-être qu'il y a aussi des petits conseils yoga que vous pouvez donner éventuellement selon les chaînes musculaires que ça sollicite, selon les différents aspects soit de la course à pied, soit du yoga. Est-ce que vous pourriez essayer de nous donner quelques petits conseils pratiques directement à mettre en pratique? Je pense notamment aux questions de se préparer avant la course à pied, récupérer après la course à pied, et puis aussi toutes ces questions de souplesse. On a vraiment des grandes questions de souplesse lorsqu'on commence à pratiquer le yoga, et c'est vrai qu'on a tendance à s'enraidir, notamment dans la chaîne postérieure des jambes. Donc voilà, quelles seraient vos astuces et conseils à ce niveau-là? Alors, c'est vrai qu'avec la pratique, avec le temps, on essaie de donner des conseils précis et qui durent pas trop longtemps. Donc ça nous a amené à créer ce qu'on appelle en yoga l'énergie phrase, la phrase du running. C'est donc un enchaînement de postures spécifiquement adapté pour le runner qui va se mettre à courir, voilà, réveiller un petit peu des chaînes avant de partir, ou pratiquer cet enchaînement de postures à son retour pour justement récupérer. Donc cette phrase, elle vit dans différents états d'esprit en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Et comme on a eu la chance, surtout moi en Brésil et en Inde, énormément de stages de yoga, on a vraiment été chercher les postures les plus adaptées, celles qui venaient le mieux à nous runners, et comme bien dit, à postérieur qui est souvent bien raide, n'est-ce pas, Pascal? C'est vrai que cette phrase est quelque sorte la synthèse de toutes les thématiques que j'ai abordées tout à l'heure, les épaules, le bassin, le dos, etc. C'est un peu le best-of des meilleures postures pour chaque segment qu'on a mis donc dans une phrase pour préparer. Donc c'est vrai qu'avant de démarrer, lorsque vous connaissez la phrase, c'est plutôt pas mal. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, effectivement, on va vous expliquer d'autres choses. Pour nous, ce qui est vraiment fondamental, c'est que la foulée démarre dans les épaules. Voilà. Une foulée efficace va vraiment s'initialiser, s'implémenter dans les épaules pour plusieurs raisons. La première des choses, c'est qu'on voit beaucoup de coureurs qui, lorsqu'ils courent, sont un petit peu recroquevillés comme ça, les épaules, ce qu'on appelle un hypersyphose. Et alors ça, c'est juste terrible. À la fois au niveau biomécanique, parce que je perds du volume pulmonaire, au niveau du mouvement de mon diaphragme qui a moins de course, donc rien que là, je respire moins bien. Et respirer quand on court, c'est un peu important. Bon, c'est un peu important pour la vie en général, mais pour la course à pied particulièrement. Et puis surtout au niveau énergétique. Lorsqu'en fait, on est quand même entre yogis, on l'a dit, lorsque j'ai mes épaules qui partent comme ça, j'ai mon énergie qui va un peu à la terre, et du coup ma foulée est beaucoup plus lourde. Voilà, elle est beaucoup plus lourde, elle me coûte plus d'énergie, je vais au sol. Alors que si j'ai réouvert quelque part, je suis beaucoup plus ouvert vers cet espace du ha, du yang, de la légèreté, de l'aérien, de l'énergie, et ma foulée devient à la fois beaucoup plus légère et beaucoup moins énergivore. C'est le premier point. Donc beaucoup travaillent l'ouverture d'épaule et le relâchement des épaules. Les épaules relâchées vont permettre de mettre en place le relâchement dans toute la foulée, en définitive. Et par relâchement, il ne s'agit pas d'être complètement flasque, mais c'est juste en fait qu'il n'y ait pas trop d'efforts qui soient engagés là où c'est pas nécessaire. L'image que j'utilise souvent aux gens qui font la formation avec nous, c'est de dire quand vous tenez une fourchette et un couteau, vous ne mobilisez pas la puissance maximale de vos poignets, de vos avant-bras pour les maintenir. Vous mettez juste ce dont vous avez besoin pour couper, tenir et amener à la bouche, etc. Or, quand on court, c'est la même chose. Il y a des tas de muscles qu'on va garder spasmés ou crispés de manière trop importante par rapport à l'effort qu'on est en train de produire. Donc si on arrive à mettre en place ce relâchement, on dépense moins d'énergie. Et du coup, cette énergie, elle est dispo pour aller plus loin si je suis dans l'endurance,
pour aller plus vite si je suis dans la performance, ou juste pour finir moins fatigué si je suis dans une course loisir ou autre. Donc vraiment pour moi, c'est vraiment démarrer par les épaules. Oui, du coup, c'est vraiment parce que parfois intellectuellement on le comprend bien, mais prendre conscience et peut-être parfois juste se regarder et observer qu'effectivement on pourrait peut-être ouvrir un peu, donc habiter cette ceinture scapulaire différemment. Donc cette prise de conscience est importante. Et comme disait Pascal tout à l'heure, la respiration, donc de façon mécanique, le diaphragme, il va mieux faire son job si on n'est pas enroulé, si on s'ouvre. Donc il y a effectivement un certain nombre de postures de yoga qui sont très simples, hein, et pas forcément faciles, comme on aime à le dire, qui vont venir ouvrir ses épaules dans tous les plans, parce qu'on respire aussi dans le dos, hein, n'est-ce pas? Et est-ce que à ce niveau-là, vous pourriez en citer quelques-unes pour que les personnes qui pratiquent, qui sont avec nous ce soir, puissent avoir quelques petits exemples de postures peut-être assez simples qu'ils connaissent déjà? Alors pour les yogis, c'est sûr que la posture de Gomukhasana, elle est bien connue, hein, cette posture de la tête de vache. Et en faisant vraiment bien attention à faire rouler l'épaule vers l'arrière, parce que c'est l'ouverture de l'épaule qui va finalement emmener les deux mains l'une vers l'autre, hein, et non pas le fait de tirer sur les mains, qui va faire attention à cette intention-là. Et puis après, il y a des mouvements bien plus simples. Oui, voilà, sans rentrer dans des postures stéréotypées et étiquetées avec les noms en sanskrit, juste des exercices vécus avec l'état d'esprit du yoga, c'est-à-dire en conscience, notamment le simple fait de enrouler, dérouler les épaules pour remettre de la mobilité justement dans cette ceinture scapulaire et de la mobilité au niveau donc du haut du dos, sauf que je le fais pas comme ça, comme si je l'essaie d'en faire le plus vite possible en parlant avec mon voisin, mais je suis vraiment conscient de ce qui est en train de se dérouler lorsque j'expire, lorsque je réinspire, je prends ce mouvement-là, je viens le vivre consciemment, juste simplement faire ça. Déjà, on va remettre du mouvement, et après, pour sentir que les épaules se relâcher, c'est peut-être s'amuser à lever l'épaule sur une inspire et la rabaisser sur expiration, mais toujours pareil, de manière très consciente. On fait ça 5 ou 6 fois, et on sent bien tout ce qui est en train de se jouer au niveau des muscles et de l'effort qui est engagé, parce que je suis actif à la montée et actif à la redescente en retenant. Et puis ensuite, je suis actif à la montée et je lâche. Histoire de sentir la différence d'ambiance dans mon épaule entre le moment où je suis actif et donc mes muscles sont contractés et le moment où je suis relâché. Voilà. Et petit à petit, à force de familiariser avec cette ambiance de relâchement, c'est beaucoup plus comme ça qu'on travaille. C'est pour ça que dans nos séances, il y a aussi un temps assez long en début de séance, en Shavasana, en retour au rythme naturel, à rechercher cette ambiance intérieure de relâchement qu'on va ensuite essayer de retrouver alors que je suis dans l'effort. Et lorsque je cours, c'est pareil, je vais tâcher de garder mes épaules qui soient basses et détendues et souples et pas qui vont. C'est des choses très simples, mais pas faciles, parce que c'est rébarbatif. Oui, et comme tu disais, faire ce mouvement juste d'ouverture et de fermeture d'épaule, le faire en étant très présent au souffle et en synchronisant le geste sur le souffle, et ben ça change toute l'intention et ça change tout l'objectif et ça change le résultat. Ce qu'il y a, c'est que nous, occidentaux, on est souvent très pressés et c'est en général pas la respiration qui va donner le tempo, c'est en général le geste et après on s'occupe de la respiration. Donc il y a déjà un grand retour à cet apprentissage-là. C'est pour ça que je vous parlais d'apprivoiser la respiration avant et après on joue avec. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, il suffit de le faire, ne serait-ce que 5 minutes, 5 vraies minutes, 5 fois 60 secondes, juste avant de partir courir, histoire de commencer déjà à mettre un petit peu de vie dans les épaules et de les habituer à ça. Et si on fait l'épaule gauche, avant de passer à l'épaule droite, prendre 1 ou 2 cycles respiratoires pour comparer les sensations à gauche et à droite et voir que c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et juste ça, le simple fait de mettre un petit peu de vie dans les épaules avant de partir courir, ben après la course elle est un tout petit peu différente déjà. Et c'est petit à petit que ça se met en place. C'est pas forcément une révélation absolue qui va arriver d'un seul coup d'un seul, mais c'est vraiment un cheminement, tout comme les postures qu'on fait sur le tapis de yoga, ben, on les affine au fur et à mesure du temps pour à force de les pratiquer. Bien sûr. Et justement par rapport à ça, par rapport à cette complémentarité-là que tu cites Pascal, qui est on intègre les choses à force de les pratiquer, ça me fait aller sur un autre sujet, peut-être qu'on pourra revenir sur la partie anatomique un petit peu après.
mais ça me fait écho, et d'ailleurs ça a été des questions qu'on m'a posées en amont de ce live-là, par rapport à la méditation et le fait de pouvoir méditer en courant, ou du moins ramener un petit peu plus de conscience dans le mouvement, essayer de faire en sorte d'être tout à fait présent à ce qu'on est en train de faire lorsqu'on court, ce qui n'est pas toujours évident. Pour courir, moi-même, c'est vrai que pratiquant la méditation de manière extrêmement régulière, évidemment, je sens l'esprit qui s'en va et qui virevolte. Est-ce qu'il est possible, selon vous, de pouvoir courir en pleine conscience? Est-ce qu'il y a un moyen d'arriver à peut-être fixer notre attention, fixer, je ne sais pas, une intention au début de la course qui permette de se mettre dans ce schéma mental-là? Est-ce que vous pratiquez la course à pied en pleine conscience? Comment ça se passe de votre côté à ce niveau-là? Moi, j'ai envie de dire que j'ai vraiment toujours couru pour le plaisir. Quand j'ai voulu me débarrasser de cette cigarette, mais après, ça a toujours été plaisir, cette course à pied. Donc, toujours cette recherche, cet état un peu de flow où on oublie un peu tout, quoi. On se met à courir, c'est presque devenu quelque chose d'automatique, et ça permet d'accéder à cet état de conscience, ce qu'on l'appelle méditation ou autre. En tout cas, on prend soin de soi parce qu'on oublie tout le reste, tout ce qui pèse, tout ce qui nous encombre. En tout cas, c'est comme ça que je continue à courir, s'en va. Après, une fois que j'ai rencontré Pascal, c'est vrai que je suis rentrée, et je suis très contente de l'avoir expérimenté, et je suis contente de le vivre encore, dans la compète. Et là, c'est peut-être un petit peu différent. En tout cas, une chose est sûre, c'est que d'abord revenir se connecter à son souffle. Parce que c'est lui qui nous permet d'accéder à une autre trame. Voilà, on n'est pas qu'un corps, c'est pas que le corps, les jambes qui vont aller courir, il y a autre chose qui va courir. Et respirer, c'est mettre l'autre outil en route. Voilà. Ce qui est au final une pratique très physique. Moi, c'est quelque chose que j'aime avoir en tête et rappeler aussi régulièrement dans la méditation. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut vraiment faire le lien entre méditation et course à pied, dans le sens où la méditation est en soi une expérience assez physique. On revient au souffle en pleine conscience. Tout d'abord, c'est la première étape. Et donc on est vraiment dans cette logique-là de revenir à des choses extrêmement basiques et classiques de notre corps. Aussi simple qu'on l'oublie régulièrement. Tu voulais ajouter quelque chose, Pascal, peut-être? Alors, c'est vrai qu'effectivement, tu parlais d'une intention qu'on peut placer avant de démarrer une course à pied, comme on peut le faire en méditation. Oui, c'est vrai que nous, d'ailleurs, c'est la baseline des running yogis, que courir reste toujours un plaisir. Voilà. L'intention, effectivement, à chaque fois que je vais prendre les baskets, c'est d'avoir du plaisir. Attention, la notion d'effort n'est pas absente. Voilà. Moi, j'ai du plaisir dans l'effort. Je viens du monde de la compétition aussi, et c'est pas parce que je suis yogi, etc., que tout le monde il est beau, il est gentil. Non. Il y a une notion de compétition, il y a une notion d'effort qui rentre en ligne de compte. Et la plupart des entraînements, effectivement, mon intention principale est de trouver une sorte de confort respiratoire qui va me permettre de rester dans une dimension de plaisir à ce que je suis en train de faire. Et les entraînements beaucoup plus techniques, eh bien oui, je rentre dans un effort un peu plus intense, mais justement, l'idée, et c'est là où ça permet de fixer le mental, c'est que je suis sans arrêt en train de réévaluer mes tableaux de bord de course à pied pour voir où est-ce que j'en suis dans ma séance, ou si c'est en compétition, où est-ce que j'en suis dans ma course, grâce au yoga qui m'invite justement sur le tapis à intérioriser, à revenir à l'intérieur de moi. En fait, quand je cours, j'arrive à avoir conscience à la fois du monde extérieur, comme tu le disais, avec les pensées qui virevoltent, faire attention à la voiture qui est là, lever le pied parce que j'ai une marche, etc. Un feu rouge si tu cours en ville, ou alors un terrain irrégulier si tu es en trail, etc. Donc forcément, quand on court, on est focalisé sur le monde extérieur, mais néanmoins, j'arrive à mobiliser une partie de ma conscience qui, elle, se tourne vers l'intérieur et qui me dit, t'en es où dans ta respiration, dans ton hydratation, dans tes crampes, dans tous tes trucs, dans tes machins, etc. Et je sais pas si la pleine conscience, parce qu'on en parle beaucoup, je sais pas si j'ai déjà vécu la pleine conscience, c'est peut-être un peu prétentieux de ma part de dire oui, je crois en pleine conscience. En tout cas, j'essaie de faire de mon mieux et d'être présent à ce que je vis, mais rassurez-vous,
Nous-mêmes, les premiers, de temps en temps, tu es en train de courir et tu te rends compte que la vie t'a emporté, que tu es en train de penser à ce que tu as à faire après, etc. Bien sûr. Donc, la direction fixe, c'est vers ça, la course en pleine conscience, le chemin, il est long. Absolument. Et moi, j'aime beaucoup cette. Quand on parle de méditation, ça vient de la racine med, comme le médecin, c'est prendre soin de soi. Donc, moi, je ne vais pas chercher midi à 14h, j'ai pas de grandes ambitions, et comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je sais méditer. En tout cas, je sais que prendre mes baskets et aller sur le tapis de yoga, je prends soin de moi, et c'est l'objectif dans la pratique du running yoga et dans ma passion aujourd'hui, ce désir de l'enseigner, parce que ça me fait du bien. Voilà. Ok, chouette. Ouais, c'est très intéressant la manière dont vous l'abordez. Je pense que ça peut aussi décomplexer certaines personnes ce soir, voilà, qui auraient peut-être une image aussi de la méditation très axée objectif, en fait, ce qui est pas un souci. Enfin, je pense que c'est normal. Je pense qu'on peut tous avoir cette lecture-là, peut-être de prime abord aussi. Donc c'est intéressant de l'aborder autrement. Et est-ce que, selon vous, il y a certaines postures de yoga, par exemple, qui pourraient aider le coureur à essayer de canaliser son attention dans le but, peut-être, de ramener un petit peu plus de pleine conscience dans sa course? Alors écoute, moi j'aime beaucoup pour moi pratiquer les équilibres, et c'est vrai que j'en fais souvent faire dans nos séances, en général un en début de séance et un en fin de séance, pour qu'ils s'aperçoivent de la différence, justement comment on a gagné en présence à soi et à son corps, et du coup on est plus stable. Et je parle d'équilibre, bon, ça peut être pour les yoginis chevronnés des beaux arbrisseaux, ou qu'est-ce qu'on a de plus compliqué, des postures de Shiva, des Gomukhasana, des Garuda. Des Garuda, voilà. Mais ne serait-ce que de faire basculer le poids de son corps sur la plante de pied droit et réussir à lever le pied gauche, et même s'il est posé sur la cheville ou le mollet, ça suffit, c'est être en équilibre, et du coup on a le regard au loin, et on peut vivre la posture un moment, et ça permet effectivement de se concentrer, de se focaliser, oui, sur un objectif. Et pour moi, la posture reine vraiment pour le runner, c'est le chien tête en bas, le V inversé. Parce que vraiment, on n'a pas répondu à ta question tout à l'heure, parce que c'est vrai que le temps passe, et puis qu'on est deux, donc on est deux à tchatcher. Par rapport aux assouplissements, oui, cet assouplissement de la chaîne postérieure, le V inversé, il est extraordinaire pour ça, parce qu'il va permettre de vraiment différencier les segments. On peut vraiment choisir, parce qu'il y a peu de runners qui vont vraiment mettre le bel accent circonflexe avec les pieds au sol, le dos bien droit, machin, etc. Moi, le premier, voilà, donc décomplexez-vous les gens. Voilà, on va dans la direction 2, et puis on fait avec le corps qu'on a le jour J à l'instant T. Et grâce au souffle, on négocie la posture. Donc il y a certains jours, effectivement, où je choisis de travailler ma chaîne postérieure et mon assouplissement des jambes entre le talon et les fessiers. Et bien là, j'accepte d'arrondir un peu mon dos, et puis je travaille mes jambes. Il y a certains jours où je vais plutôt chercher à récupérer dans le dos. Et bien à ce moment-là, je plie mes genoux et je travaille mon allongement du dos. Il y a certains jours où je suis plutôt dans mon travail d'épaule et de bras. Donc à ce moment-là, je viens chercher des sortes de rotation interne. Voilà. Le V inversé, pour ça, il est extraordinaire. Et puis, elle peut devenir exigeante, cette posture. Après, si on veut vraiment s'envoyer, on peut faire des coups de pied à la lune, on peut tourner les pieds, plier les hanches, etc. Il y a plein de variations. En plus, on a la tête qui est en bas. Donc au niveau du schéma corporel, c'est vachement intéressant aussi. Du coup, pour le repérage facial, après, quand on est en train de courir, elle apporte vraiment plein de choses. À la fois du renforcement, de l'assouplissement, de la cohérence, et trouver justement du relâchement, parce que ça demande de l'effort physique de rester dans le V inversé. Mais quelque part, on cherche à me relâcher pour ne pas tenir la posture, mais la vivre, en fait, et pouvoir y rester le temps juste. Ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est vrai que cette posture-là, alors on a souvent tendance à la laisser de côté à tort, je trouve, dans le sens où c'est une posture qu'on fait, peut-être la première posture qu'on fait quand on commence le yoga. En tout cas, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est une posture qui est extrêmement classique, vue et revue. Et je pense qu'il peut avoir peut-être je dirais pas un désamour, mais un oubli de cette posture. Au bout d'un moment, on se dit
un simple chien à la tête en bas, mais moi c'est une des choses que j'essaye en tout cas de mettre en avant dans mon enseignement. C'est que la simplicité apporte énormément, et notamment le chien à la tête en bas est une posture que j'affectionne énormément, parce que chaque instant, chaque respiration est différente, anatomiquement parlant, elle est époustouflante. Et c'est vrai que voilà, de ce que je comprends du concept de Running Yogis, de ce que vous me dites ce soir, c'est que vraiment allons vers plus de simplicité aussi pour le runner, aussi bien au niveau voilà, concentration, revenir un petit peu plus à l'essentiel qu'anatomie, puisqu'on a des postures reines qui permettent de prendre tout un tas de problématiques en compte. Et je rajouterais bien aussi, oui, revenir à des choses beaucoup plus simples, hein, à des postures classiques, mais y rester un peu plus longtemps. Voilà, être un peu moins volontariste, on est des impatients. Et voilà, accepter d'habiter une posture. On leur dit souvent à nos élèves, c'est le respect de l'asana, hein, c'est de le construire, de vivre dedans, de vivre avec, d'en tirer tout ce qu'il a de bon pour soi, de le débâtir. Voilà, et ça prend du temps, mais et le travail se fait comme ça. Il y a une symbiose entre la posture et soi. Et un truc sur lequel on passe beaucoup de temps et qui déroute un petit peu les pratiquants au début, c'est qu'entre chaque posture, on prend le temps de se poser à nouveau pour justement laisser infuser, observer les traces de la posture et voir un peu tout ce que ça révèle en nous avant de passer à la suite. Parce que le corps, il y a une certaine plasticité, à la fois au niveau énergétique, mais même au niveau biologique. Et si on ne lui laisse pas le temps d'intégrer ce qu'il vient de vivre, alors on l'a travaillé, certes, mais ça ne s'inscrit pas aussi profondément et aussi durablement. Alors que là, ça permet vraiment de voir, on dit souvent aux gens, voilà, des laborantins. On fait une expérience, mais une fois qu'on a terminé l'expérience, en l'occurrence une posture, prenez le temps de tirer les conclusions de cette expérience. Tout à fait, ouais. Et simple, ça ne veut pas forcément dire facile. Voilà, ça c'est vraiment une des phrases clés de Roger Clair, donc, qui est le patron, le boss de la lignée du yoga d'énergie. Simple n'est pas facile. Voilà. Tout à fait. Ouais, ça c'est extrêmement important. Ok, chouette. Je pense qu'on a déjà pas mal d'éléments. Peut-être que les personnes qui sont connectées, on a quelques personnes avec nous. Voilà, si vous avez envie de poser vos questions dans le chat, donc comme je le disais, vous pouvez ouvrir la vidéo dans YouTube, donc en bas à gauche de votre lecteur normalement. Et vous pouvez accéder au chat, et si jamais c'est pas possible pour vous, j'ai mon téléphone qui est à disposition si vous voulez utiliser notamment Instagram pour poser vos questions. Voilà, n'hésitez pas si c'est le cas. On peut peut-être attendre quelques instants de voir s'il y a des questions. Est-ce que vous voulez peut-être en profiter pour... Oui, qui revient souvent et que tu évoquais tout à l'heure, après l'effort, les étirements et les assouplissements, notamment de la chaîne postérieure, ça c'est un truc qui est très très important. Après un effort, les muscles, ils ont travaillé, et donc au niveau de la structure musculaire, il y a des micro-lésions qui sont créées. C'est inhérent à l'activité musculaire et au fonctionnement des cellules. Donc venir faire des étirements trop importants après un effort, c'est risque de se blesser plus qu'autre chose. Voilà, donc pour nous, un étirement après un effort, c'est quelque chose qui est vécu dans la douceur. S'il faut en faire, c'est pas forcément une obligation. L'objectif, ça va être de soulager la tension sur les tendons. Les muscles en fait sont accrochés au squelette par les tendons qui sont peu élastiques. Après l'effort, le muscle s'est spasmé, il est un peu contracté, et donc ça vient tirer sur les tendons. Et si on s'assouplit, ou en tout cas on fait l'effort de relâcher le muscle, eh bien on va soulager la tension des tendons et diminuer le risque de tendinite. Donc c'est un étirement qui est vécu dans la douceur, on sent presque même pas que le muscle est étiré, et on met cette intention sur expiration de relâcher. Voilà. En revanche, pour gagner vraiment la souplesse de la chaîne postérieure, on fera ça sur un muscle froid, donc par exemple avec le V inversé, et pas après avoir couru, mais plutôt avant d'avoir couru. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Bénédicte, pour gagner
gagner vraiment en assouplissement, eh bien c'est plutôt quelque chose qu'on va mettre un effort qui est modéré, une force qui n'est pas trop importante, pendant un temps assez long, pour justement venir chercher la plasticité du corps humain et gagner justement un allongement qui est durable. Donc voilà, ces choses-là. Et après l'effort, effectivement, on a plutôt des choses qui sont très très douces, très très délicates, où on sent presque même pas que ça tire sur le muscle, pour éviter la blessure et qui va favoriser la récupération. Alors qu'en fait, pour gagner en souplesse, c'est plutôt sur mon tapis de yoga et avant d'aller courir que ça se passe. Ok, ouais, c'est intéressant de le voir dans ce sens-là aussi, parce que c'est vrai que c'est régulièrement des questions qu'on se pose, notamment sur les étirements. C'est quelque chose qu'on se pose assez régulièrement, donc c'est intéressant d'avoir aussi cette idée et cette image de préparation. En tout cas, voilà, je pense que ça pourra déjà donner des billes aux runners qui pratiquent le yoga ou aux yogis qui se mettent au running également. Et depuis longtemps, d'ailleurs, on a fait un petit encart spécifique là-dessus dans le bouquin, justement, sur la différence entre assouplissement et étirement et comment ça fonctionne. Donc, c'est mieux expliqué que là, maintenant, en live, parce que c'est avec des phrases rédigées, tout ça, donc, et des photos dans le bouquin. Ok. J'ai une question sur le chat qui dit: comment sait-on qu'un étirement post-effort est trop intense? Est-ce que vous auriez des bonnes pratiques de repères en termes de temps, par exemple, ou d'intensité? Oui. Le conseil que je donne habituellement, c'est le grand classique, c'est pour étirer le quadriceps. Donc on se met en équilibre sur une jambe, on attrape le pied, on plie le genou, voilà. Et là, l'idée, ça va être donc d'amener un étirement très léger. Ça veut dire que tu es très loin du seuil de la douleur. Tu es même pas dans un inconfort. Tu sens que le muscle il est à peine étiré. Si tu sens que tu es proche de la douleur, tu es trop loin. Voilà, au niveau musculaire. Donc c'est un léger inconfort. Et en matière de durée, 2 expirations, mais vraiment des expirations qui sont vécues de manière consciente, avec cette intention dans le muscle qui est sollicité, de le détendre, et presque un soupir. Voilà, 2 fois. Et ça suffit vraiment pour donner au muscle la direction du relâchement, et après il va continuer tout seul en fait. Le travail de récupération définitive, c'est ça, c'est le moment que le corps prend pour revenir à l'équilibre physiologique, donc qui est de ne pas avoir fait d'effort. Et donc là, quelque part, c'est qu'on accélère ce processus en y mettant une intention, et après le corps il fait le job tout seul. Oui, et pour reprendre cette image qu'avait donnée Pascal tout à l'heure, un découvert, parce qu'elle est très parlante, on n'a pas besoin de presser la fourchette et le couteau quand on mange, c'est pareil. Quand tu vas aller prendre ta cheville là, pour amener ton talon sur ta fesse, tu n'es pas obligé de tirer comme une malade. Au contraire, tu vas tout doucement, tu vérifies que tes genoux ils sont bien côte à côte, et puis là, au contraire, au lieu de chercher à tirer, et ben, tu vas chercher à relâcher sur chaque expiration. Ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est vraiment un travail. Loin de la zone de douleur, à peine inconfortable. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Et donc, pour le poste. Oui, pour le poste effort. Ok. Alors j'ai une autre question qui est quelle respiration adopter quand on court? Est-ce qu'on peut utiliser la même respiration qu'en yoga en respirant par le nez? Et non, pour répondre à ta question, Camille, je crois que la réponse n'a pas été donnée, on n'a pas abordé ce point, donc non, on peut répondre maintenant. Oui, alors écoute, moi quand j'ai rencontré Pascal et dans cette école de yoga, on s'est observé que tous les deux on courait après avoir travaillé longtemps sur le tapis. Quand je courais donc doucement pour le plaisir, ça m'arrive très souvent de ne respirer que par le nez. Voilà. Comme en yoga, puisque j'avais une pratique de yoga. Après, je me suis bien aperçue que si je voulais accélérer ma course à pied, là, il fallait peut-être que je rentre sur un autre style de respiration. Mais oui, et du coup, c'est pour moi devenu un signal. Dès que je commence à ne plus pouvoir respirer exclusivement par le nez, c'est soit que je vais trop vite, si mon objectif d'entraînement c'était juste vraiment un petit trottiner pour me décrasser. Voilà, je laisse Pascal. C'est vrai qu'au niveau des entraînements, aujourd'hui les méthodes d'entraînement ont pas mal évolué et
moi je prône que 80% des entraînements devraient être vécus en confort respiratoire, donc à faire ce qu'on appelle de l'endurance douce. Et après les autres entraînements plus spécifiques, alors je parle du commun des mortels, les sportifs de haut niveau c'est un autre compte, les gens qui ont vraiment des objectifs de performance très élevés. Mais pour le commun des mortels qui compose la majorité des gens ici j'imagine, voilà, 80% des entraînements devraient être vécus en confort respiratoire, oui, et donc à respirer par le nez, parce que ben oui, l'organe de la respiration c'est le nez, les nadis, l'énergie qui est polarisée, etc., etc. La bouche pour la respiration, c'est le plan B. C'est quand il est bouché ou quand effectivement on a besoin de plus de volume d'oxygène qu'il peut en passer par les diamètres des narines parce qu'on a accéléré ou parce qu'on est dans un effort. Donc la plupart du temps, effectivement, efforcez-vous de rester dans un confort respiratoire. Et si c'est difficile de respirer juste avec le nez, eh bien, essayez d'être avec quelqu'un et de pouvoir parler. Si vous pouvez parler avec le voisin, vous êtes entre guillemets au bon rythme pour courir. Donc oui, on prône plutôt effectivement comme en yoga de respirer la plupart du temps par le nez quand on est en train de courir. Après effectivement quand l'effort s'intensifie parce que on est en fin de séance, que ça devient trop dur ou ça monte, etc. Oui, on va utiliser la bouche pour avoir un plus grand volume d'oxygène et que les cellules soient quand même alimentées. Ok. Oui, c'est plutôt, c'est pas inattendu, mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit régulièrement des personnes en train de courir, en train de souffler par la bouche tout simplement, et dans un effort assez intense, en tout cas qui a l'air d'être vécu intensément par les coureurs. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir cette explication qui est assez rationnelle au final. Il y a aussi une question de filtre, hein, il me semble, par les narines, notamment au niveau de nos poils tout simplement, à l'intérieur des narines, qui vont filtrer l'air, ce qui va en faire un air de meilleure qualité entre guillemets que celui qui va rentrer par la bouche. Il le polarise aussi donc avec les deux Nadi, Ida et Pingala, donc qui vont donner une dimension yin ou yang, A ou Ta à l'énergie, parce que tout est polarisé, etc., etc. Quoi qu'il en soit, effectivement, s'il faut en arriver à respirer par la bouche, le conseil qu'on peut donner, c'est focalisez-vous sur votre expiration. Expirez, l'inspire elle se fait toute seule. Mieux vous expirez et mieux vous inspirera en fait. Plus vous expirez et mieux on inspire. Donc effectivement quand on commence à être un petit peu dans le dur ou un peu essoufflé, se focaliser sur l'expiration et laisser l'inspire se faire. C'est vraiment plutôt comme ça qu'on va le dire. Il n'y a pas besoin de réfléchir à inspire, expire. C'est vrai que quand j'ai commencé à courir, il y avait certains entraîneurs qui disaient tu souffles 3 fois, tu inspires 2 fois, etc. C'est un peu comme faire du pranayama avec un métronome, quoi. C'est pas adapté à ma réalité corporelle en fait. Donc écoutez vos ressentis, voilà, écoutez vos ressentis et si ça arrive, focalisez-vous sur l'expire de manière effectivement à ce que l'inspire puisse se faire et de chercher à ce que ça se régule. Oui, moi j'ai envie de dire, il faut toujours bien vider pour mieux remplir. Une armoire. Donc pour le corps humain, c'est pareil. Videz bien, focalisez sur l'expiration. L'inspire, elle se fait tout seul. On n'oublie jamais d'inspirer. Voilà, oui, tout à fait. Oui, ça fait écho avec certains principes de la méthode de Gasquet. Donc une méthode développée par ce médecin, donc Bernadette de Gasquet, qui est évidemment très précise et pointue au niveau anatomie et qui explique vraiment cette idée de l'expiration est active, ça inspire. Elle dit d'ailleurs pas on inspire, elle dit ça inspire tout seul. Normalement l'inspire revient naturellement, donc ça fait tout à fait sens avec ce que vous êtes en train de dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les personnes qui sont avec nous? On a un petit peu de monde avec nous ce soir. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je rappelle que pour les personnes qui arrivent peut-être en cours de route, que vous pouvez toujours m'envoyer une question sur Instagram si jamais vous n'arrivez pas à ouvrir le chat de votre lecteur par exemple. Sinon, peut-être que on a déjà cité évidemment la Gomukhasana, la posture de la tête de vache, hein, pour venir ouvrir dans les épaules. On a cité la posture du chien, la tête en bas. Est-ce que les postures d'équilibre aussi, Bénédicte, pour vraiment caler le mental, caler l'attention. Est-ce que vous auriez un ou deux conseils de posture que vous recommandez tout particulièrement, à part la phrase du yogi, qui est donc tout un enchaînement qui est disponible dans votre livre Running Yoga pour Runner. Mais pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette phrase, est-ce qu'il y a
peut-être une ou deux postures que vous pourriez nous mettre en avant ce soir? Oui. Moi, j'aime beaucoup Setubandhasana, le demi-pont. C'est un peu comme la levée inversée. On peut mettre l'intention dans les bras, en laissant les bras partir derrière, sur inspire ou sur expire, ou en mettant les bras en chandelier et monter en demi-pont. Ça va venir ouvrir toute la ceinture scapulaire. Ou au contraire, ramener les bras sous le bassin, en poussant les paumes de main dont on entrecroise les doigts. Ce demi-pont, je le trouve assez extraordinaire aussi, tant pour les bras que pour le bassin, que pour les appuis, parce qu'après on peut aussi monter sur les orteils, on peut caler un petit objet entre les genoux pour presser quand on veut venir travailler au niveau du périnée. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup Setubandhasana, oui. Et moi j'aime particulièrement travailler l'étirement du psoas, comme on le connaît la plupart du temps sur le dos en ramenant vers la poitrine, parce que c'est un muscle qui est vraiment crucial dans la structure humaine et particulièrement donc chez les coureurs, et ça permet vraiment en plus il est très en profondeur, donc ça permet vraiment de venir chercher de la conscience et du ressenti dans des zones qui sont un peu difficiles d'accès. Ça, et puis Uttanasana aussi, donc la flexion avant, là où je me laisse complètement aller, complètement pendre, là, voilà, moi ce sont des postures que j'aime bien aussi et qui vont être vraiment utiles, oui, pour le runner. Ok, merci. J'ai une question qui est arrivée qui dit comment faire pour travailler mon endurance lors de ma pratique de yoga? Il faudrait savoir qu'est-ce qu'elle entend par endurance exactement. Déjà, l'endurance respiratoire ou l'endurance à tenir la posture. Je vais aborder les deux réponses, comme ça sera le plus simple. Pour l'endurance respiratoire, déjà le simple fait de travailler vraiment consciemment les 3 étages de la respiration, abdominale, thoracique, claviculaire, et en se mettant sur le dos et en faisant ce qu'on appelle la respiration de la vague, je vide au maximum, et puis je laisse remplir au maximum. Et je fais ce travail justement d'amplifier mes cycles respiratoires en allant vraiment chercher, chatouiller mes limites, effectivement. Ça va nous aider à redonner beaucoup de souplesse au mouvement respiratoire et donc utiliser toute notre capacité respiratoire, ce qui nous permettra déjà d'être plus endurant physiquement quand on court ou quand on a affaire à une posture. Et après, l'endurance pour vivre une posture et non pas la tenir, justement, par exemple dans une planche, un guetteur, un Bakasana ou un guerrier ou autre, ça va être de vraiment réussir à chercher le relâchement dans cette zone-là, dans la posture. C'est-à-dire que je suis ferme mais détendu dans ma posture. Tira Sukha Masana. Vraiment là, on vient chercher le cœur du yoga. Et pour ce faire, le conseil qu'on donne nous, c'est toujours pareil, quelle que soit la posture que je suis en train de vivre, comme tout à l'heure pour mon étirement, je vais au seuil de la douleur, mais je ne le franchis pas, et je reviens en arrière. Et je reste dans l'inconfort. Je vais identifier dans mon corps la zone qui est la plus inconfortable. Et grâce à l'expiration, je cherche à remettre de l'espace dans cet endroit-là, de la conscience, de la paix, de la tranquillité, bref, du relâchement dans cette zone-là. Et ainsi de suite, au fur et à mesure. Et à chaque fois que je trouve une zone où c'est un peu tendu, vraiment consciemment, je cherche à relâcher. Ce qui me permet justement de vivre ma posture beaucoup plus longtemps et donc donner une endurance face à la posture. Oui, en tout cas, moi, je remercie ta question. J'ai envie de dire, et ce qui compte, c'est l'entraînement. C'est de le faire souvent plutôt que longtemps. Voilà, passer 5-10 minutes sur son tapis de yoga pour travailler ses respirations ou posture, à mon sens, c'est plus intéressant que de le faire une heure par semaine. Voilà, c'est ce que je dans une pratique individuelle, effectivement. C'est vrai que pour les gens pour qui c'est difficile de pratiquer, voilà, ça aussi c'est un truc où on essaie de décomplexer les gens et de démystifier. Pour faire du yoga, il n'y a pas besoin de se cogner une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure tous les jours, quoi. On n'a pas tous ces disponibilités en moderne, et parfois il vaut mieux faire 5-10 minutes plutôt que 0. Et à la fin de la semaine, il vaut mieux avoir fait 5 rien du tout, ou une seule fois, effectivement 60 minutes. Si en plus on peut faire 5 fois 10 minutes tous les jours, plus une séance de 60 minutes ou de 80 minutes une fois par semaine, avec un prof de yoga, c'est idéal. Mais c'est vrai que voilà, on prône aussi beaucoup la notion d'assiduité plus que d'intensité. Ouais, la régularité, bien sûr, maître mot. Moi, j'aurais voulu conclure en disant aussi que il est possible de s'abonner à votre newsletter
sur la page de ce live. Voilà, je pense qu'on a abordé quand même pas mal de sujets ce soir. En tout cas, je vous remercie vraiment d'être venu pour échanger avec moi, avec ma communauté de yogis ou de runners ce soir. Merci pour vos réponses, pour votre précision et puis voilà, pour tous les éléments aussi très pratiques que vous avez pu apporter aux personnes qui ont suivi le live. Qu'on puisse continuer de répandre cette idée et cette ouverture pour les runners et pour les yogis. Je trouve que c'est extrêmement riche et complémentaire. Je vous remercie. Je vous remercie. Ouais. Très belle soirée à vous. Et puis, toi et à ta plateforme. Merci à toi et à ta plateforme. Oui. À très vite. Au revoir. Bon vent. Au revoir.